Le kiosque d'Europe 1 et sa grande famille, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Roch qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ce matin, c'est bien Aujourd'hui en France et pas l'Humanité qui titre « Les chômeurs dans le viseur de Valls, un tabou de la gauche vacille ». C'est un pavé dans la mare que le Premier ministre vient de lancer en évoquant une réforme de l'assurance chômage, écrit le quotidien. Ce ne sont pas les Échos, mais c'est bien l'Équipe qui s'inquiète du déclin économique et sportif du championnat de France de foot et qui titre « Comment sauver la Ligue 1 ». Direct Matin fait sa une sur le virus Ebola qui inquiète désormais la planète, le monde mobilisé. Et sur le sujet, je vous recommande tout particulièrement la double page de La Croix, reportage en Guinée, au cœur de l'épidémie. Joseph, un rescapé, raconte « J'ai perdu 10 personnes de ma famille avec Ebola, dont 2 enfants de 2 et 14 ans. » Stéphane, coordinateur d'un centre MSF installé dans l'hôpital de Conakry, témoigne là encore « Un mourant ou un mort sont des bombes à virus. Nous aspergeons les morts de chlore. Ne serait-ce qu'ouvrir la bâche pour voir le corps est quelque chose de risqué. » Et puis quand même, pour ceux qui voudraient se détendre, il y a Point de vue Image du Monde, avec en une cette semaine Bernadette et Jacques Chirac en mode la guerre des roses. Et c'est titré « Les dessous d'une querelle de famille ». À la une des régions, Marion Calais, quelles sont pour vous les unes les plus marquantes de ce matin ? Eh bien, des flammes en pleine nature en une de Corse ce matin. La pression du feu étouffe-t-il, les fronts se multiplient, écrit le quotidien méditerranéen. La Voix du Nord, de son côté, lance aujourd'hui son enquête. 6 mois de mairie FN. Première étape aujourd'hui à Hayange. Et puis une fierté locale à la une de la Provence. Le Vélodrome époustouflant, écrit le journal. Inauguration officielle jeudi prochain et visite en avant-première des entrailles de ce mastodonte de 67 000 places. Et qui accueille en ce moment le club largement en tête de la Ligue 1. Ça ne gâche rien au plaisir des Marseillais. Marion, l'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, elle est dans Presse Océan avec des révélations sur l'aéroport, le fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le futur aéroport qui serait plus petit que l'actuel. Il y a en pages 2 et 3 ce matin ce comparatif présenté en diagramme. En rouge, Notre-Dame-des-Landes, en gris, Nantes-Atlantique. Et ce dernier offre plus de places, par exemple, pour le parking avion, 3 de plus exactement à Nantes-Atlantique. Il y a plus de place dans l'actuel aéroport que dans le futur, exactement. Alors que le futur doit le remplacer. Si voilà, alors que le futur doit le remplacer. Parce que le précédent était trop petit. Et ce n'est pas tout. Une capacité supérieure pour les zones passagers dans Nantes-Atlantique, 4200 mètres carrés. Contre 2670 mètres carrés pour le projet contesté. La différence est énorme. En fait, explique Presse Océan, seule la salle de livraison des bagages et la galerie commerciale seraient plus vastes à Notre-Dame-des-Landes. Presse Océan qui reprend là en fait des informations du Canard enchaîné avec les réactions en plus des intéressés. Pour les opposants, c'est la preuve que le nouvel aéroport a été pensé low cost. Pour ses partisans, c'est juste que le projet est évolutif, modulable et l'art qu'en de plus... voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Exactement. Et en plus, certains services, dit-on, du côté de la préfecture, seraient déplacés dans un autre bâtiment à Notre-Dame-des-Landes, alors qu'aujourd'hui, ils sont intégrés dans les bâtiments de Nantes-Atlantique. C'est donc à lire dans Presse Océan ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Alors Jean-Philippe, ce matin, vous nous parlez d'un grand mystère dans le pays qui est lui-même le plus mystérieux du monde. Oui, la Corée du Nord. Avouez que c'est difficile de faire mieux, difficile de trouver plus fermé, plus opaque comme régime à travers le globe. Et le mystère, c'est qu'on n'a plus aucune nouvelle de son chef suprême, Kim Jong-un. Invisible depuis plus d'un mois maintenant. La dernière fois qu'on l'a aperçu, ce jeune trentenaire, il boitait, visiblement souffrant, mais on ne sait pas de quoi. Et il n'en faut pas plus pour CNN, la chaîne d'info américaine, pour poser la question: Kim Jong-un dirige-t-il toujours la Corée du Nord ? Il y a plusieurs faits troublants. Alors d'abord, il a déserté toutes les cérémonies officielles, celles qui en principe sont à sa gloire. Et le plus étonnant encore, c'est qu'il y a quelque temps, la Corée du Sud, la voisine, la sœur ennemie, a reçu la visite impromptue et rarissime d'un haut dignitaire du Nord. Il est venu dire: tout va bien, notre chef est en bonne santé. Ça veut dire qu'il est mort. Forcément, les esprits retors se disent, pour qu'un responsable prenne la peine de traverser la frontière à l'improviste pour tenter de faire taire une rumeur, c'est que forcément, il se passe quelque chose de sérieux. On a une idée de ce qui pourrait lui arriver à ce Kim Jong-un ? Il y a la théorie de la maladie. Alors, on sait qu'il souffre, il souffre notamment de problèmes de poids et de diabète. Il y a aussi le changement de régime, mais de régime politique cette fois, puisque Kim Jong-un a succédé à son père
père décédé et à son grand-père. C'est une grande dynastie, mais la vieille garde, elle, est toujours là. En tout cas, il n'y a pas un mot de l'agence de presse officielle de Corée du Nord, KCNA. Mystère entier, où pourtant c'est un paradoxe. C'est le moment où la Corée du Nord commence à s'ouvrir sur le reste du monde et notamment sur la Corée du Sud et pour des raisons économiques. C'est un petit côté Union soviétique, époque Brejnev, quand même, tout ça. Empire, je crois même. Empire. Oui, parce que ça existe encore. Axel de Tarlé, la presse de l'Écho. À la une ce matin, vous nous dressez la carte de France du bonheur et je crains que vous ne fassiez pas que des heureux. Exactement, c'est l'INSEE qui a pris 27 critères. Alors, accessibilité aux équipements publics, à la culture, au sport, aux loisirs, emploi, revenus, cohésion sociale, vie associative. Bref, vous mélangez tout ça et vous faites un hit parade des départements les plus sympathiques de France. Bon, alors, il faut aller où? Il faut déménager où? Alors, écoutez, j'ai la carte des départements les plus sympathiques de France. En fait, il faut aller dans toute cette région, vous voyez, vers Rennes, Nantes, Angers, tous ces départements-là, à cheval entre la Bretagne et les pays de la Loire. Voilà, et d'une façon générale, vous avez raison, on voit que plus c'est foncé, plus ce sont des régions agréables à vivre. Donc, toutes les régions ouest de la France. Et c'est normal, ce sont des régions dynamiques, ce sont des régions où il y a des équipements, ce sont des régions où il y a l'emploi. On sait qu'il y a beaucoup d'emplois dans ces régions, dans la région de Nantes. Voilà. Et alors, à l'inverse, je vais me faire des ennemis. Où est-ce qu'il faut pas aller alors? Alors, où est-ce qu'il faut pas aller? Je précise, je rappelle que c'est une étude de l'INSEE. Ce n'est pas une étude d'Axel de Tarlé, chers amis. Ne venez pas l'attendre en bas d'Europe. Continuez à nous écouter. Il faut éviter la diagonale, vous voyez, qui part de la Creuse, là, de Guéret, et qui va jusqu'à la Meuse, à la frontière belge. Là, tout ce qui est Auxerre, Troyes, etc., ça ce sont des vieilles régions industrielles qui sont un peu déclinantes. Et c'est donc à lire dans Les Échos ce matin. La télé, on va l'allumer tôt, la télé aujourd'hui avec vous, Eva Rock. Le Before du Grand Journal, c'est en clair sur Canal à 18h15 tous les jours. Oui, et c'est tous les jours, vous savez, c'est le magazine quotidien, en clair surtout, sur Canal+, avec à sa tête, pour moi, un des animateurs les plus doués de sa génération, Thomas Touroud. C'est du décryptage d'actu avec humour et autodérision. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le Before, l'émission qui vous dit Before, ce qui se passera demain. Des films par dizaines, des albums par centaines. Tous les jours, le Before vous aide à y voir clair dans une actu pop riche et foisonnante. Le choix du Before. Avec une programmation spéciale cette semaine dans le Before, en fait, il reçoit tous les jours une personnalité qui a marqué dimanche dernier la conférence du TEDx à Paris. Du quoi ? Alors TEDx à Paris, je vous explique ce que c'est. C'est une conférence qui réunit des brillants orateurs. Alors c'est des scientifiques, des penseurs, des chercheurs, des écrivains, des entrepreneurs. Ils ont chacun 18 minutes pour partager une idée, un talent, une passion. Ce soir, vous allez découvrir par exemple le docteur Franck Zal, dont Anne Le Gall avait parlé dans sa chronique Innovation lundi. C'est le professeur qui a développé dans son laboratoire en Bretagne ce verre marin qui permet de faire du sang des artificiel. Perspectives en matière de transfusion Anne Le Gall, sanguine. Exactement. Alors chaque semaine, chaque jour, vous allez avoir une personnalité comme ça qui a marqué ce TEDx, dont les meilleurs morceaux seront diffusés sur Canal+ dimanche à 22h55, mais encryptés. Alors si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez quand même avoir un aperçu de la qualité des intervenants en regardant le Before toute cette semaine. C'est en clair, 18h15, et c'est en clair à 18h15. Avec Thomas Touroud. Tiens, j'ai lu dans le Parisien qu'il y avait la fille de Ray Charles qui était candidate à Rising Star ce soir sur M6. Oui. Il paraît que c'est une des 12 enfants qu'il a eu avec 9 femmes. Oui, des enfants officiels. Après, je sais Dis pas donc. si vous avez plus. Que de rumeurs, vite rideau sur le kiosque. Merci à tous.